cette soirée finale de la semaine que l'ACB a consacrée au Cheoui berbère des Aurès. Donc on finit par une conférence. Après on fera de la musique hein, après la conférence. Mais on finit par une conférence que donnera Asdin Zeleni, que vous connaissez tous, qui est juriste et puis qui a une pratique militante dans le mouvement Amazir des Aurès en particulier, mais aussi de façon plus générale. Et la conférence va porter sur les Chaouis et le pouvoir, en Algérie évidemment, et a pour sous-titre BTS, Betna Tebessa Soukharas, mythe ou réalité. On était parti du constat suivant qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence que les wilayats des Aurès, où se trouvaient les berbères des Aurès, en tout cas les Chaouis, c'est-à-dire la région de Batna, de Tebessa, Soukharas, étaient à tort ou à raison liés au pouvoir depuis un certain nombre d'années, depuis l'indépendance. Et là, l'idée est tellement répandue qu'il est très difficile de la refuter. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Asdin Zeleni d'aborder de front cette question pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est de cette... est-ce un préjugé? Voilà, donc je te donne la parole. Tu as à peu près 20 minutes à une demi-heure. Et puis, après, on va avoir un échange avec vous pendant une vingtaine de minutes aussi, une demi-heure. Il faut parler dans le micro. Dans celui-là ou dans celui-là Qu'importe. Oui, c'est bon. Oui, avant toute chose, j'ai appris que le journal Liberté a publié cette information. Me donner peut-être un écho. Moi, je suis très content de passer par l'ACB, cette association. J'allais dire petite association, mais enfin, pour ceux qui ont suivi son parcours depuis des années, les personnes qui sont passées par là et qui ont eu des destins parfois très importants, et l'ACB restait toujours elle-même, hein, en continuant son petit chemin et en accueillant, souvent dans un cadre engagé, mais aussi en respectant les neutralités d'usage. Donc, en donnant la parole aux uns aux autres, souvent des écrivains, sur des sujets très divers. Vous connaissez l'ACB. Donc, je remercie l'ACB de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est tellement vaste et qui aborde une question qui est, que disent les juristes, qui est notoire. Le fait notoire, généralement, on n'a pas besoin de preuves. Il y a a fortiori de contre-preuves. En fait, c'est un ouvrage qui est en préparation depuis une longue date, dont le titre serait, a priori, c'est discuté avec l'éditeur, les Aurès, de la stigmatisation à l'épuration. Et le mot chaoui, comme à un moment donné le mot kabyle, ou d'autres, ou mascarien, on va les savoir, hein, en Algérie ou ailleurs, ou belges, ont pris des connotations parfois très, très négatives. Et le mot chaoui en Algérie a eu cette connotation, continue, je crois, même à l'avoir, parce qu'à Alger, le mot chaoui correspondrait à quelqu'un de pas très civilisé. Je parlais de liberté tout à l'heure, et je voudrais, pour commencer, dire que déjà, dans les années 90, lors d'une interview que Abrous Outoudert a bien voulu m'accorder, les questions donc, étaient posées par M. Abrous, mais malheureusement, les réponses n'ont jamais été publiées par le quotidien Liberté, et c'est notre ami Benchikou du matin qui a bien voulu publier l'interview de Liberté, du journal Liberté. Dans cette interview-là, on parlait de beaucoup de choses, et au tournant d'une question sur les Aurès, j'avais dit, depuis la disparition de Ben Boulaïd et de Chihani Bachir, son adjoint, depuis l'élimination de Abbas Lagharour et du colonel Amouri, la glorieuse Wilaya 1 n'est plus que l'ombre d'elle-même, ça c'est à l'époque de Zerouala, gérée ailleurs
et par procuration. Elle attend aujourd'hui des enfants d'authentiques moudjahidines, parce que la question portait sur les moudjahidines, de lui restituer son aura d'antan et de rétablir les vérités. L'ORES, toujours avant-gardiste, ne sombrera pas dans la régression. Et il y a enfin la prétention ridicule et dérisoire de s'arroger à bon compte le rôle de représentant attitré des ORES. Cette opération est révélatrice du sous-développement dans lequel est maintenue cette prestigieuse région. L'absence d'organisation politique de l'élite horacienne, de l'élite de la région, qui ne veut plus se bercer de l'illusion d'un Aurès mythique maintenu dans un prétendu rôle d'arbitre, et là je visais le président de la République de l'État de l'époque, alors que chacun sait que le propre d'un arbitre est de ne pas participer au jeu. Les 2 années suivantes, ou l'année suivante, nous ont démontré, avec son élimination ou son retrait du pouvoir, le caractère réel de cette affirmation. Bien, la question donc, est-ce que ce BTS existe? Qu'est-ce que c'est? Qui sont ces Chaouis? Alors il y a deux, on peut très rapidement, des définitions, sans s'élargir. Soit une définition purement ethno-linguistique. Chaoui, c'est les gens qui vivent dans une région d'Algérie qui s'étend de la wilaya de Batna environ, en passant par Khenchla, jusqu'à ce qu'on peut appeler maintenant Mboulbouagui, et dans le sud de Sitifoua. Ces régions-là, des plaines ou des montagnes, parlent chaoui, s'identifier à l'idée d'être des chaouis, même si certains se disent Memcha, se disent Harakta, selon leur tribu, comme on le dit aussi bien en Kabylie. Et en Zoudienne, Athini, etc., il y a une particularité, mais il y a des particularités. Mais toute cette région, tous les habitants de cette région-là que je viens de citer, parlent, ou leurs parents parlent chaoui, et ils ont une forte reconnaissance de leur identité. Mais il y a le mot chaoui qui s'étend pratiquement à l'ensemble de l'Est algérien, cela vu par les autres. Donc c'est l'altérité. Les Algérois, les Oranais, considèrent que tous ceux qui sont à l'est de Bougie sont chaouis. Annaba, c'est des chaouis. Djigel, c'est des chaouis. Mila, c'est des chaouis. Constantine, c'est des chaouis. Guelma, c'est des chaouis. Sougahras, c'est des chaouis. Tébessa, c'est des chaouis. Et donc tout l'ensemble. Ce n'est pas tout à fait faux parce qu'il y a une forte présence culturelle de l'Aurès qui fait que l'habit, le vestimentaire, le chant, la musique, les rythmes, etc. s'étendent de l'Aurès jusqu'à même en Tunisie. Et on peut dire qu'une partie de la Tunisie est chaoui dans cette acceptation-là. Donc il y a deux. Il y a un Aurès strictus sensus, c'est ceux qui parlent encore chaoui, qui sont dans les régions qu'on connaît. Et il a l'Aurès, je dirais, culturel, qui s'étend jusqu'en Tunisie. Cette Tunisie qui a eu un rôle important dans la guerre de libération. Pourquoi parler de guerre de libération? Parce que tout le monde sait que, à tort ou à raison, par des voies directes ou détournées, ceux qui détiennent, ceux qui ont détenu ou qui ont pris le pouvoir en 62 et qui se maintiennent jusqu'à nos jours, le maintiennent soit à cause, grâce ou en alléguant à leur participation à cette guerre, cette fameuse guerre d'Algérie. Donc c'est la guerre d'Algérie, un pouvoir légitimant pour toutes les castes qui sont passées au pouvoir en Algérie ou les dirigeants du pays depuis l'indépendance et même avant. La guerre de libération est devenue, jusqu'à nos jours, non seulement un effet légitimant, mais si on regarde comment le parcours des uns et des autres, ça peut s'éclaircir. Donc on est obligé de revenir, je suis obligé de revenir donc à la guerre de libération pour expliquer comment, mais ça beaucoup de gens le savent, on ne peut pas détailler tout cela, il faudrait faire plein de conférences pour cela. Des gens actuellement au pouvoir disent qu'eux, ils étaient, entre 54 et 62, des anciens combattants. Le ministre de l'Intérieur se proclame représentant de Boussouf, et donc des services secrets algériens, établis dans l'ouest au Maroc. Bouteflika, le président de la République, se dit ancien moudjahid, même s'il était aux frontières.
Chadli, dans ses mémoires, parle de sa participation à la guerre de libération. Zerouel, le président de la République, sans parler des autres. Donc, finalement, la participation à la guerre est même constitutionnellement une des conditions, d'ailleurs, de participation, si on avait l'âge, aux élections présidentielles en Algérie, donc dans le code électoral. C'est très important. Donc, pour accéder au pouvoir, il faut avoir participé à la guerre ou avoir un père qui a participé à la guerre. Donc, ça se maintient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre pour que finalement les Chaouis soient assimilés au pouvoir et donc à la catastrophe qui s'est abattue sur l'Algérie depuis 1962, et doivent-ils encore payer a fortiori, on aurait pu parler de Chaouis du pouvoir, du Chaouis de service, comme on le dit pour les dizaines et les centaines de cadres, de hauts cadres et de ministres et de chefs de gouvernement originaires de Kabylie, et on les traite de Kabyles de service, tout simplement. Mais pourquoi ne traiterait-on pas, à la limite, ces Chaouis-là, qui auraient participé au pouvoir à un moment donné ou à un autre, avant d'être évincés, ou ceux qui s'y sont toujours, être simplement des Chaouis de service et qui ne représentent pas leur région. On peut même considérer aussi que les gens de Tlemcen actuellement, qui tiennent une bonne partie des ressources du pays, tant politiques que financières et autres, sont aussi des gens qui ne sont que des Tlemceniens de service et que les Tlemceniens du CRI ne s'y reconnaissent pas. Le problème, c'est que il n'y a pas eu de Chaouis au pouvoir. Cette affirmation peut vous paraître difficile à accepter, tellement elle est ancrée dans l'esprit des gens. Il y a eu bien sûr la confusion entre les régions de l'Est algérien, comme je vous l'ai dit, et qui a fait que finalement tout ce qui est 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 Chaouis. Ça, c'est un élément anthropologique et culturel. Mais il y a aussi une volonté manifeste de maintenir ce faux pour pouvoir bien se maintenir au pouvoir. Je parle des clans d'Oujda, du clan Tizi Ouzou, que eux, par contre, existent, puisqu'ils se sont comme ça déterminés à l'indépendance. On a eu en 62-63, la fameuse guerre de la wilaya 3 qui refusait l'armée des frontières. Et cette armée des frontières s'était liguée avec ce qu'on appelait le clan d'Oujda à l'époque, dirigé par Ben Bella et Bokharoba, qu'on appelle Boumediene. Alors, stigmatisation, ça date depuis peut-être très longtemps, y compris depuis l'époque des Hilaliens, on ne va pas y revenir. À l'épuration, depuis quand l'épuration des Chaouis a commencé? Il y a des noms qui ne sont plus cités, tout simplement parce que peut-être les universitaires ou les Chaouis n'ont pas pu porter cette parole. L'une des raisons de ma présence ici, c'est un hommage à ce gens-là, à ceux qui sont morts. Après la disparition de Ben Boulaïd, restée jusqu'à présent mystérieuse, son assassinat par l'armée coloniale est resté très mystérieuse. Il y a eu un homme qui l'a succédé, qui s'appelait Chiani Bachir, et qui a été éliminé. Juste après lui, Abbas Lorour, dont un historien et un militaire français a rendu un grand hommage récemment dans un ouvrage qui s'appelle La bataille des Nememcha, où il démontre ses qualités militaires, puisque depuis 54-55 jusqu'à 56, ce bonhomme a réussi à maintenir pratiquement toute l'armée française dans la région des Aurès et dans les frontières de Tunisie, qui n'était pas encore indépendante, avec l'apport, bien entendu, des armées défaites du Vietnam qui sont venues participer à la fameuse bataille d'El Djolf. Ce grand militaire, ce combattant, dit Abbas Lorour, et qui a donc tenu tête à l'armée coloniale de l'époque, parce qu'il faut savoir qu'entre 54 et 56, pratiquement la guerre d'Algérie était là. J'ai ici un document à vous remettre, et vous pouvez le constater, c'est un document venant de l'armée française, dont je le distribuerai chez vous. Donc, il y a eu une forte présence dans l'Aurès pendant les 2 premières années, appelée par d'autres la période de la consolidation. Ce monsieur qui s'appelle Abbas Lorour, et qui sait très bien que les armes venaient de Tunisie avant 54, les armes que Ben Boulaïd avait ramenées, les liens avec la Tunisie étaient très proches, et le mouvement révolutionnaire tunisien était très
affirmés, très liés, et ils achetaient les armes laissées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, par des relais, par des réseaux, et lui-même a décidé non seulement de se battre contre les Français et de créer le premier territoire libéré de l'indépendance, de la guerre, déjà en 1955, de la région de Khenchla jusqu'à Tébessa. Et ça, Michel Réal en parle dans son livre La bataille des Nememcha, parlant de Abbas Larlo. Je l'ai enregistré aussi pour voir les détails de cette bataille, appelée en Algérie communément la bataille d'Al-Jolf. Ce monsieur a, dans un élan révolutionnaire, qui existait déjà avant, celle d'une guerre contre la France coloniale au Maroc, en Algérie et en Tunisie. C'était ce qui était admis, y compris par le mouvement nationaliste, à livrer des armes aux combattants nationalistes tunisiens à la frontière tuniso-algérienne. Il s'est retrouvé, bien entendu, cette armée, en fait, ces gens-là qui voulaient refuser l'autonomie accordée par les Français à la Tunisie et au Maroc, et qui voulaient se battre pour gagner militairement, si vous voulez, et avoir une indépendance réelle et pas une indépendance factice, à l'instar des pays africains, de l'Ouest africain notamment. Donc c'est les combattants de Ben Youssef. Ben Youssef était donc un maquisard, et les Français les appelaient des Fellagas. En fait, les Fellagas, ce n'étaient pas des Algériens. Les Fellagas, c'était des Tunisiens. Et le mot Fellaga accolé aux Horaciens et aux Algériens, aux combattants algériens plus tard, c'était à la France, les Français qui disaient, mais en face, tout ça, c'est des Fellagas, venus de Tunisie, bien entendu, qui essaient de semer le trouble dans le reste d'à côté, mais c'est des étrangers, ce n'est que des Tunisiens, ce n'est que des youssefistes, comme on les appelait, et qui, quand on l'a appelé Fellaga, le mot Fellaga est devenu un mot qui vient alors de Tunisie. L'imbrication, je vous dis, entre la Tunisie et l'Algérie, et l'histoire de l'Algérie, est très forte. Une grande partie de nos archives sont là-bas, et de leur vérité sont là-bas. Ce monsieur qui a tant que combattu et a créé le premier territoire libéré dès le début de la guerre d'Algérie, se retrouve en Tunisie, assassiné à Tunis. Avec la complicité, bien entendu, de l'armée tunisienne, de Bourguiba, je veux dire, à l'époque. Donc il se fait assassiner. On s'en serait resté bien là. Mais après lui, des dizaines, sinon des centaines de militants, de combattants algériens, horaciens notamment, se sont fait abattre, tuer. Il y a des noms, il y a des listes, etc. Tués dont... ce n'est pas une bleuite, c'est des assassinats ciblés. Tous les gens qui ont suivi Abbas Larlour, tous les gens qui ont été dans les Aurès et qui combattaient, se faisaient éliminer les uns après les autres dans une sorte d'épuration militaire, ce que j'appelle moi l'épuration ethnique. C'est la première épuration ethnique. Les noms, je ne vais pas vous les citer, c'est des centaines, j'en ai ici, paraîtront dans l'ouvrage. C'est des gens qui ont été éliminés par des bourguibistes et par les alliés de Bourguiba. Qui étaient les alliés de Bourguiba à l'époque? Les alliés de Bourguiba à l'époque, c'était les tenants, pour partie, du congrès de la Souma. Alors, nous savons tous que Ben Bella était en Égypte, qu'il y avait une guerre d'influence entre l'Égypte et Tunis, et que le CCA de Aban Ramdan et de Ben Mihdi, après l'assassinat la dénonciation de Ben Mihdi, et donc Krim et Aban sont partis en Tunisie. En fait, on parlait de l'intérieur et de l'extérieur. Et Aban, qui parlait de la priorité de l'intérieur, lui-même est devenu un militant de l'extérieur. Et en partant là-bas, et puis avec Dahleb, il est reparti au Maroc, là où il a eu lui aussi sa part d'épuration. D'épuration, c'est-à-dire de préparation à l'arrivée du pouvoir. À ce moment-là, se constituait très difficilement ce que tout le monde sait, ce qu'on appelle les 3B, qui ont fait l'assise du pouvoir politique algérien jusqu'à nos jours. C'est-à-dire le pouvoir des services, du MALC, du ministère de l'Armement, qui est devenu plus tard la sécurité militaire, et qui continue jusqu'à présent à gouverner l'Algérie de manière très très forte, comme partout d'ailleurs dans le monde. Les services, c'est leur travail, c'est cela. C'est
et les politiques, c'est ceux qui font la devanture. La constitution par Boussouf, dans l'Oranie, qui a remplacé Ben Mhidi, qui est reparti sur Alger, participé à la bataille d'Alger, Boussouf donc reçoit Abban. Il y a des écrits sur la non-compréhension entre les deux, disons. Abban étant un intellectuel et une vision de la guerre de libération qu'il a étalée, qu'il a expliquée, qu'il a écrit. Et puis, Boussouf est un homme du secret, un homme de l'organisation secrète, un travail de souterrain, un travail des services secrets, qui peut être très très important d'ailleurs. Et dans le choix, finalement, Boussouf participe quasi directement, avec le consentement, la complicité, le silence, appelez cela comme vous voulez, de crime, qui faisait partie donc du trio, on pourra, l'histoire discute. Par là, Boussouf a participé directement à l'élimination de Abban Ramdan, juste après Abbas al-Ghalout. Et Abban Ramdan et Boussouf, au lieu de mettre un commandant, quand il a décidé lui-même de rejoindre Tunis, l'antichambre du pouvoir, n'est-ce pas, que Abban dénonçait, déjà, il met Boukharouba, qui s'est octroyé le nom de Boumdine, Houari, le nom de l'Ouest, le sein de l'Ouest, peut-être pour noyer le poisson, au lieu du colonel Lotfi, de Tlemcen, qui a fini par lui-même aussi se faire éliminer. Donc l'élimination ne touche pas simplement les Chaouis, touche aussi d'autres régions, la Kabylie bien entendu, qui a subi, y compris après l'indépendance, sa part de l'élimination, et aussi les régions de l'Ouest algérien, comme dans le colonel Lotfi ou dans la Wilaya 4. Quand Boussouf rejoint Tunis, le groupe se constitue et il décide de constituer leur armée. Alors une armée secrète dans l'Ouest, qui ne participe pas à la guerre, mais participe au renseignement, et une partie guerrière, a priori, mais qui ne participe pas à la bataille, à la frontière. Commandé à un moment donné par ce qu'on appelle un commandement de l'Est, avant d'être remis au colonel Boukharouba, au colonel Boumedienne, pour ses loyaux services. Quels sont les loyaux services, notamment, qu'a fait Boukharouba pour accéder aussi rapidement au commandement de l'état-major unique, alors qu'il était divisé en deux, Mohamed Saïd à l'est, un homme à Krim, et Boukharouba à l'ouest, un homme à Boussouf. Et finalement, le jeu de Boussouf et de Bentoubal, ce qu'on appelle les 3B, ont réussi bien entendu à mettre Krim, certainement, a priori, en minorité, pour mettre Boukharouba, un monsieur dont on dit qu'il est originaire de Guelma. Normalement, tout le monde sait qu'il n'y est pas, et c'est un habitant d'un hameau près d'Héliopolis. Son ascendance est sujette à caution. Maintenant, tout le monde affirme que son père vient d'Eril Ali et sa mère est une Djidjli, mais moi je dirais plus, son ascendance réelle serait outre-méditerranéenne. Passant. Donc ce monsieur-là, ce Boukharouba-là, complexé, n'est pas de père, ne reconnaissant son père, pas son père, mais très attaché à sa maman, on le sait. Ce monsieur-là, très aigri, très difficile, et tout ça, tout le monde en parle, on sait comment il est, participe à la réunion des 10 colonels de Wilaya, qui sont venus de l'intérieur, et lui, en tant que représentant de l'état-major ouest, participe au problème qui se passait à l'époque en 58. Disons, les armes n'arrivent plus à l'intérieur de l'Algérie, au problème des armes. Amirouche en parle, tout le monde en parle, tous les chefs des wilayas disent mais où sont les armes? Nos combattants sont en train de mourir, les Français sont en train de faire des opérations jumelles et autres, etc. un peu plus tard, mais enfin, auparavant déjà, les moudjahidines dans les maquis étaient en train de se faire éliminer par un rouleau compresseur, et au même moment, paradoxalement, une armée se constitue avec les aides venant, avec les achats qui parvenaient d'un peu partout dans le monde, et une armée s'est constituée qui, plus tard, on le saura, prendra le pouvoir. Abbas al-Ghalour, j'ai dit, s'est opposé donc au congrès de la Soumam,
parce qu'il y voyait à l'époque une manière, beaucoup de militants dans les Aurès, après la mort de Ben Boulaïd, se sont rangés, une partie avec le congrès de la Soumam et une partie contre. La partie qui était contre le congrès de la Soumam arguait d'un certain nombre de faits, dont le fait qu'en disant qu'est-ce que cette histoire de grade, nous sommes tous des moudjahidines, on est tous montés au maquis, du coup là moi je deviens capitaine, l'autre il est sergent, l'autre il est caporal, qu'est-ce que cette histoire de grade, on était copains ensemble, on était tous là, on était des civils, et puis d'un coup on a des sergents, des caporaux, des commandants, et puis des colonels. Et cette histoire de colonel a créé aussi des problèmes, parce qu'elle a fait en sorte qu'une base qui s'appelle la base de l'Est s'est détachée d'une partie de la wilaya 2 pour se constituer elle-même en région militaire. Et puis lors des négociations après le congrès de la Soumam, ils ont eu le droit, M. Bouglès, donc, au titre de colonel. Et puis c'est calmé. Donc il n'a pas voulu avoir de wilaya, puisqu'elle a le titre de colonel. La bagarre sur les grades aussi, c'était pas... surtout dans les régions de l'Est et de la Kabylie, il y a énormément de militaires, donc il y a énormément de postulants. Le problème ne se pose pas dans l'Ouest, puisqu'il y a très peu de militaires, très peu de combattants, pour un certain nombre de raisons, raisons géographiques, et la présence forte de pieds noirs. Donc une armée se constitue aux frontières, et qui mène un combat aux frontières, mais pas à l'intérieur. Mais surtout, les armes, elles, n'arrivent pas. Et même qu'une armée se constitue de tout ce qu'on veut à la frontière tunisienne et qui ne participe pas, et qui ne rentre pas parce qu'il y a la ligne Maurice, mais les armes n'arriveront pas. Ça a été la réunion des 10, c'est la réunion des 10, avec l'accord de Boukharoba, Boumedienne, ils remettent un certain nombre de revendications. Tous les militaires, dans Amirouche, dans le commandant de la Wilaya 4 et de la 5, ont remis un document à l'intention des 3B. Et en l'intention de Karim Belkacem, qui était un peu le ministre de la guerre déjà un petit peu à l'époque. Il ne l'était pas, puisque le gouvernement provisoire n'allait pas encore être créé. Mais il s'apprêtait à être fait. À l'époque, on en était toujours à l'histoire du CNRA qui allait se réunir en 57, en 58, en 57 et en 58, pour pouvoir parler des problèmes et éventuellement la création d'un gouvernement provisoire, c'est-à-dire d'un président de la République, d'un chef du gouvernement, de ministres, etc. Et là, les batailles, non seulement pour les galons cette fois-ci, mais c'est pour des postes militaires à Tunis, postes politiques à Tunis, s'exacerbaient. Et c'est dans ce climat-là que Boukharoba revient, lui qui était porteur de la lettre, il revient en tant que procureur militaire, décidé à juger les comploteurs, c'est-à-dire ceux qui ont demandé de se pencher sur cette histoire d'armement et un certain nombre de questions militaires de l'époque, et peut-être politiques aussi, parce qu'ils demandaient la tenue du CNRA en Algérie, et pas au Caire, là où devait être déclaré le fameux gouvernement algérien. Et c'est sur ce tribunal militaire que M. Amouri, qui était un homme de 54, qui est un ami de Ben Boulaïd, et qui est un ami aussi de Ben Ramdan, qu'il a connu à Berouaguia. Et c'est M. Amouri, ce colonel aussi, novembriste, qui, soit dit en passant, est de mon village, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si, puisque finalement, je me suis retrouvé moi-même dans cet embroglio quelques années plus tard, à mon corps défendant. Ce colonel Amouri, qu'on appelle l'Amouri, mais qui s'appelle Amouri, se fait donc abattre par le tueur en titre de Boumediene. L'assassin qui est toujours vivant, qui n'est pas jugé, qui s'appelle Ben Cherif, c'est le fameux transporteur des cercueils, enfin des dépouilles de Amirouche et de Silhaouas pour les mettre chez lui dans son état-major de la gendarmerie, sous les ordres de Boumediene. Cet homme à tout faire a eu auparavant la mission d'assassiner dans des conditions atroces maintenant connues du colonel Chabani, du plus jeune colonel de l'armée, mais de l'intérieur, celui de la Wilaya 6, qui a succédé justement à Silhaouas et qui l'a abattu dans des conditions atroces, je dis bien atroces, et puis humiliantes. Je vous épargne les détails, ceux qui s'intéressent peuvent y aller, voir comment
il a humilié un homme qui allait se faire abattre, tout simplement parce qu'il avait une vision différente du groupe de Ben Bella. Ce tueur a tué Amouri, un militant du PPA, un novembriste, lui qui vient de l'armée française, et que je pense qu'il lit toujours quelque part. Je souhaite que mes propos soient propagés, et que ces messieurs attaquent en justice, pour diffamation ou autre. Monsieur Ben Chérif, qui s'appelle colonel, je ne sais, il est devenu colonel finalement, lui aussi, a tué de ses propres mains, les témoins sont vivants, Amouri, qui lui disait « Laisse-moi faire ma prière et tue-moi ». Amouri que Bourguiba, parce qu'il a été pris par l'armée tunisienne au départ, il lui a dit « Moi, le gouvernement de l'armée algérienne te demande, ils vont te tuer, je demande l'asile politique et je te maintiens et je ne te redonne pas à ces gens-là parce qu'ils vont t'assassiner. Il préfère être assassiné par les miens que de demander le refuge politique en Tunisie. Ce qui a entraîné le courroux de Bourguiba, qui a traité d'homme de Nasser. Il est parti, il s'est fait juger, il s'est fait assassiner, pas seulement lui, avec plusieurs autres, ceux de la base de l'Est et des Aurès, totalement étêtés. Certains, dont Msaadia, Draya, Goujil, originaire de ce garage justement et de Batna, non, pas Sbiri, il ne faisait pas part. Sbiri, il était procureur. Non, pardon, il était avocat de ces gens-là. On a avocat d'office. Et bien sûr, il a fini chef d'état-major. Ce monsieur dont on sait, et j'espère que mes paroles seront au-delà de toute façon, seront écrites, et je lui ai dit lui-même, aux personnes, à M. Sbiri, on sait très bien comment tu es sorti de la prison de Koudia, mais on n'a pas encore la preuve juridique de ta condamnation pour entrer en prison. Comment tu es rentré à la prison de Koudia? Et comment tu as été condamné à mort? Où est le jugement? Les jugements de condamnation à mort en France, pendant la guerre d'Algérie, sont connus. Tous les condamnés à mort, ils ont même d'ailleurs une association dont il ne fait pas partie. Ce monsieur se trouve plus tard chef d'état-major. Donc, Sbiri était un avocat de commis d'office, ce qui a entraîné donc l'élimination de ces têtes, de ces novembristes, de ces colonels, parce qu'il y avait Nouaoura aussi, qui devait remplacer, et c'est un Chaoui, bien entendu, de la région d'Aris, et un autre de la région de Moulbouagui, et d'Al-Baïda, et une partie de leurs amis, et s'en est suivi, juste après, une deuxième épuration ethnique de tout ce qui est Chaoui militaire en Tunisie ou à l'intérieur du pays. À tel point que, juste après le congrès de la Soumam et l'assassinat d'Abbas Larlour et après les premières épurations ethniques, s'est créé des groupes de combattants anti-FLN et anti-colonialisme. Ce n'étaient pas des messalistes, ce n'étaient pas des harkis, ce n'étaient pas des supplétifs, c'était des militaires, des combattants de la guerre d'indépendance qui combattaient l'ALN du FLN et qui combattaient en même temps l'armée française. On appelait cela à la région les volontaires. C'est des volontaires. Bon, on a pris les armes, on a été trahis par nos amis qui nous ont assassinés, mais nous continuons le combat contre eux et contre les Français. Et certains ont survécu à l'indépendance. On en reparlera après. Donc, Abbas Larlour s'est retrouvé contre le congrès de la Soumam, ces dirigeants de l'époque avant qu'ils se divisent et qu'ils s'entretuent, parce que Klim était avec Abal, et puis finalement se sont séparés, et dans les conditions que vous connaissez. Ils se sont positionnés aussi contre la politique des gens des frontières, qui s'apprêtaient à créer un gouvernement provisoire pour négocier leur poste pour la post-indépendance. Et c'était donc la deuxième épuration ethnique qui a vu des dizaines, même des centaines de chouhada, ils sont comptabilisés chouhada, morts par
leurs compatriotes. À l'indépendance, il ne restait pas grand-chose dans les OS. La France avait éliminé pratiquement tout le monde. Les Algériens de Tunis ont fait le reste. Et il n'y avait que Sbiri, qui n'était que commandant, malgré toutes les petites choses qu'il a pu faire, le service qu'il a rendu à la junte des frontières. Et il s'est fait nommer patron de la wilaya 1, chef d'état-major, avec le groupe de Boukhrouba qui a pris Alger, à ce moment-là contre la wilaya 4 et la wilaya 3, dans le fameux maquis kabyle, qui s'est opposé donc au groupe de Oujda, et ils ont pris le pouvoir. Sbiri et donc les Chaouis qui restent se sont ralliés à Boumedienne, leur assassin. Ça n'a pas duré très longtemps parce que Sbiri, à un moment donné, a fait un coup d'État contre Boumedienne, donc contre le pouvoir. Le premier coup d'État qui a été fait en Algérie avant la création du MCB, encore le MCB n'a jamais fait de coup d'État, mais juste après la révolte de la wilaya 3, et la wilaya 3 et la wilaya 6 avec Chabani ont arrêté le combat contre le pouvoir central suite à l'agression du Maroc dans l'affaire du Sahara. Donc, juste après la guerre, la fin de la révolte en Kabylie, coup d'État de Sbiri contre Boumedienne. Et juste après ce coup d'État, quelque temps après, attentat contre Boumedienne par Moussa Zeroual et son groupe. Moussa Zeroual a été assassiné sur place ce jour-là et son fils, jusqu'à ce jour, n'a pas l'extrait des décès de son papa. Après l'attentat de Moussa Zeroual et la tentative de coup d'État Moussa Zeroual a tiré sur Boumedienne pour venger l'assassinat d'Amouri. Parce que l'assassin d'Amouri, c'est Boukhrouba, avec Ben Chérif, l'exécutant. Et comme c'est aussi un homme que j'ai eu l'occasion de connaître dans mon enfance, que mon père a bien connu, juste après cet attentat et cette tentative de coup d'État, Boukhrouba à l'époque s'est trouvé blessé par l'arme, mais sa garde prétorienne donc, a battu Moussa Zeroual. Et bien à dire, entre parenthèses, Bouteflika, quand il est venu au pouvoir, a gracié, il a réhabilité tous ceux qui ont participé à cet attentat, sauf Moussa Zeroual, qui est un ancien moudjahid. C'est curieux. Il a réhabilité Ammar Mellah, qui a participé au complot. Il a réhabilité Tahar Sbiri, qui a fait le coup d'État, puisque tous deux sont d'ailleurs sénateurs actuellement par la grâce de Bouteflika, qui voulait faire une sorte de conciliation. Mais celui qui est mort et dont la famille reste dans un dénuement total, et qui a décidé d'attaquer, de tirer sur Boumedienne pour venger tous les militaires combattants moudjahidines de l'intérieur qui s'est fait abattre sous les ordres de Boukhrouba, et qui étaient ses amis de combat. Jusqu'à présent, on ne connaît ni sa sépulture, et c'est un moudjahid, valeureux, Moussa Zeroual, qui n'a aucun lien avec le président Zeroual. Après cela, troisième épuration ethnique s'est abattue sur les Aurès, sur les cadres des Aurès, sur les cadres militaires, sur les cadres civils, sur les commerçants, Mguillati Abatna par exemple, un grand riche, etc., qui se retrouvait sur la paille. Tous ceux qui portaient une ascendance chaoui, grande partie, sauf bien sûr les lèche-bottes, ce que vous avez très peu. Pour l'information, j'ai ici, mais vous pouvez retrouver la liste sur Internet, la liste des ministres, des gouvernements de l'indépendance jusqu'à nos jours. Il n'y a pas eu un ministre chaoui de 62 jusqu'en 79. Le premier d'entre eux est un allié du régime, puisque c'est un rallié du régime, c'est Salah Boujil, ministre des Transports. Premier ministre chaoui, parlant chaoui, originaire de la région de Batna. Il a fallu attendre la mort de Boukhrouba pour
pour qu'un chaoui soit au gouvernement. C'est un fait que vous pouvez constater. J'ai ici la liste, on peut vous la montrer. Rien. Par contre, on trouve effectivement des gens qui se disent chaoui, assimilés. Msaadia, il est de Sougaras, mais d'origine d'Ouedsouf. Non seulement les soufis ne parlent pas un traître mot de chaoui, ils sont de Ouedsouf, mais en plus ils ne supportent pas du tout les berbères, parce qu'ils se disent yéménites. Beaucoup de gens, comme Brerhi, à un moment donné, le fameux ministre de l'enseignement supérieur, qui a été envoyé pour raconter des histoires à l'université de Tizi Ouzou après l'affaire du MCB, après le 20 avril. L'université donc était en ébullition. On a envoyé le ministre de l'enseignement supérieur et on a dit on nous envoie un chaoui. Ce chaoui-là ne parle pas un traître mot de chaoui. Il est originaire de Khenchla, mais comme Reda Malek, il est originaire de Batna, sans être batnéen. Et l'autre n'était pas Khenchli non plus, et encore moins chaoui. Donc, Yahyaoui, qui est de Balika, qui est un nomade, un arabe, un hilalien, bien connu, était le bras droit de Boumedienne, avec Bouteflika, dont l'origine, en tout cas, n'est pas de l'Est. Et on se pose la question si elle est de l'Algérie. Donc, ces différentes révoltes de soldats, de militaires, d'anciens combattants, a entraîné de la part du pouvoir des épurations. La dernière épuration, je ne vais pas m'étendre, c'est la dernière, elle est très récente, elle n'est pas rentrée dans l'histoire. C'est quand Benflis, je ne sais pas pour quelle raison, a décidé de jouer de s'opposer à Bouteflika, de se porter candidat. Après lui, des cadres, des dizaines, des centaines de cadres militaires et civils, et tout le monde en parle dans les ORS, tous à la retraite. Tous refus de recrutement. On assiste actuellement dans les ORS, et ça c'est le cri de cœur et je termine, à la suite d'une 4e opération ethnique contre les Chaouis, tout en maintenant que c'est les Chaouis qui sont au pouvoir. Alors je veux bien qu'on les cite maintenant, mis à part ce qu'on peut, les 3 ou 4 Chaouis de service, comme on dit, qui ont rendu bien des services à ce pouvoir-là, et qui refusent dans Salah Bougil, dans d'autres, qui refusent d'écrire leur mémoire, de publier leur mémoire, que je détiens, ils refusent de détenir, tellement ils ont peur, compte tenu de la lâcheté, compte tenu de la compromission, pas par rapport au pouvoir, ils ont parfaitement le droit d'être ministres, et pourquoi pas, mais surtout le témoignage de ce que je suis en train de témoigner moi, alors que c'est à eux de le faire, et pas à moi de venir ici, invité de l'ACB, pour parler de ces choses-là, et demain peut-être les écrire et les publier, en attendant, et dire peut-être des choses très, non seulement compromettantes, mais aussi très dures à admettre, et que je pourrais au moins peut-être, comme a fait Saïd Saadi très courageusement pour le livre sur l'assassinat d'Améloche, en disant Améloche n'a pas été tué par l'armée française par hasard, mais par dénonciation, ces choses sont connues, et donc, 4e opération ethnique des Chaouis qui voudraient se rapprocher du pouvoir. Voilà globalement, à mon sens, les Auressiens, que ce soit pendant la guerre, que ce soit pendant la période de préparation à l'entrée dans le gouvernement provisoire, etc. Regardez le nombre de Chaouis que vous avez. Rien dans le gouvernement provisoire de la République algérienne. De 62 à 79, aucun chaouiophone dans le gouvernement algérien. Et malgré ça, on dit les Chaouis ont le pouvoir. Les Chaouis méritent ce pouvoir parce qu'ils se sont battus pour cette Algérie. Non seulement leurs représentants ou non n'y ont pas eu accès, non seulement ils se sont fait éliminer d'une manière comme Saïd Abid, etc. Et on maintient encore ce fait notoire que les Chaouis seraient des alliés au pouvoir. C'est une région pauvre, c'est une région très éloignée, qui a subi depuis la chute de la Caïna l'arriération générale au point de vue économique et autres. Les gens habitent encore dans les grottes chez nous. Ils n'ont ni Hassim Saoud, ni rien du tout. Il n'y a même pas un institut de langue amazigh. Le dernier des instituts nés là-bas pour apprendre leur langue. Il n'y a pas d'enseignement de langue chaoui. J'en parle parce que je suis membre du HCA, membre fondateur. Pas simplement, on les prive de leur langue.
on les prive de leur histoire. Ils ne connaissent pas, dans les Aurès. En Kabylie, ils connaissent Abbani, le parcours. Ils connaissent maintenant Amirouche et le parcours. Et son assassinat. Ils savent que Karim Belkacem, l'un des 5, puis l'un des 6, le 6e des 5, j'allais dire, a été assassiné à l'étranger. Lui, l'un des fondateurs, l'un des premiers de la guerre de libération. Les Kabyles savent peu ou prou cela. Nos Aurésiens, les Chaouis d'Algérie, et encore moins les autres Algériens, ne savent que ceux qui ont porté le combat, ceux qui sont morts, une grande partie d'entre eux, sinon la majorité, a été tuée par leur père à des fins d'accession au pouvoir. Les Chaouis n'ont jamais été dans ce pouvoir-là et ils n'ont pas, au fait, pu s'y opposer, mis à part les coups d'État, les seuls qui ont commis eux, ils n'ont pas pu le faire pour une multitude de raisons économiques, sociales, et aussi à cause de ces épurations qui continuent jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, le titre que je rétablis, je termine sur ça, les Aurès, les Chaouis, de la stigmatisation sociale à l'épuration ethnique. Merci Asdin. Je pense que ça va donner lieu à un débat, enfin je l'espère. Hein. En tout cas, oui. Alors, c'est les zones qui ont fait la guerre d'Algérie. C'est un document de l'armée française. On peut le garder. Je ne sais pas, oui, peut-être la CD. Bon, oui, ça va le son. Vas-y. D'en faire son exemplaire et de publier et propager. Vas-y. Asdin, tout à l'heure, il avait parlé par rapport à la Kabylie, parce que la Kabylie a quand même certains atouts qui ont fait qu'on peut s'exprimer, on peut faire entendre sa voix. Il y a deux paramètres fondamentaux par rapport à la Kabylie. Vous avez Alger, la capitale. Il y a beaucoup de Kabyles à Alger. Je dirais même historiquement, Alger, c'est la Kabylie. Deuxième paramètre, l'immigration. Et troisième paramètre, c'est qu'au niveau des médias, nous avons réussi, en tant que Kabyles, que ce soit à Alger ou bien en France, à faire connaître des élites, soit sur le plan au niveau de la chanson ou au niveau sportif. Pour ce qui est des Chaouis, je voudrais quand même évoquer une expérience personnelle. Avec un groupe d'amis, le groupe de Bza, nous avons sillonné certaines régions des Aurès, notamment la région de Mchounich, Branis, Ishmoul, etc. Nous avons eu des contacts avec des jeunes Chaouis. Ils sont venus à Alger, ils ont passé une semaine à Alger. Ils ont eu des contacts avec Ket Biassine. Et puis, en 85, il y avait un groupe de Doumle Bouagui, j'ai oublié le nom. Ils sont passés à Riyad el-Feth. En 84, à la télévision algérienne, il y a le groupe El Kahina avec le chanteur Nazar. En 81, au mois de février, je vais résumer. Il y a le groupe, le chanteur Ifri qui est venu à Tizi Ouzou. Il y a un jeune aussi qui donnait des cours de musique à Alger, Mokhtar Nasria. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mokhtar Nasria. Il donnait des cours de musique à Alger. Il travaillait à la maison de la culture de Betna, je crois, les années 78, 80. Donc, il y avait des contacts, mais après, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a pas eu sinon de relève et tout. Le deuxième paramètre, c'est que la chaîne berbère, elle avait un émetteur qui n'était pas très puissant. On ne pouvait pas la capter au-delà de 150 km. Mais j'ai entendu, la question c'est que, est-ce qu'il y a dans les années à venir un mouvement qui pourrait faire connaître les élites chaouis? Pas forcément au niveau des politiques, mais disons au niveau artistique, au niveau sportif et tout. J'ai terminé la question. Pardon, vas-y. Il faut juste les noter pour... Oui. Moi, je ne comprends pas que ces Chaouis qui ont été discriminés n'aient rien fait pendant tout ce temps-là. Pourquoi ils ne se sont pas soulevés? Pourquoi il y a eu quand même un silence. On sait le Chaoui brave, il a affronté l'armée coloniale puissante, et puis tout à coup, il subit toutes ces discriminations pendant, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans, et il n'a rien fait. Il ne s'est pas soulevé, il a accepté ça comme ça. Il y a même quelqu'un qui demande, oui, laissez-moi prier, après tuez-moi. Mais je ne reconnais pas le Chaoui, là. C'est vraiment... Pourquoi ils ne se sont pas révoltés? J'étiquette tout à l'heure, lorsque vous avez dit, dans tous les pays du monde, c'est les services secrets qui commandent, et puis les politiques sont juste une devanture. Je crois que
ce n'est pas ça partout. Hein. Il y a des pays quand même où ce sont les civils et les politiques qui commandent les services secrets, heureusement d'ailleurs. Et puis une question qui n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Vous semblez très très informé. J'aimerais vous demander une chose. Quelle est la parenté entre Bouteflika et Saïd Bouteflika? Vas-y, Jamal. Parler de parenté ou d'absence de parenté? Non, la parenté réelle entre... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah ben, tant mieux. Tant pis. D'accord. Allez, vas-y, réponds. Je vais essayer d'être rapide. Alors, les élites chaouis, enfin les élites sont chaouis ou kabyles ou autres, ou françaises. L'élite, le concept d'élite, sociologiquement, soit c'est les élites commerciales et financières, c'est-à-dire les hommes d'argent, les affairistes, les businessmen, les élites financières donc et commerciales, les élites politiques et administratives, les élites intellectuelles et scientifiques. Voilà globalement, grosso modo, ce que sont ces élites-là, pour vos questions. Donc, et puis il y a les élites culturelles à laquelle vous parlez, c'est-à-dire les chanteurs, les artistes, les écrivains, et qui portent des aspirations et tout cela par l'écrit, par la chanson, par la peinture et autres. C'est les élites ou les personnes ou les personnages. Vous avez parlé beaucoup de musique conshawi. Vous savez que la chaîne 2 n'est pas encore d'ailleurs écoutée dans les Aurès, et donc les Chaouis ne pouvaient pas écouter leur langue. Quand il y a eu un combat auquel d'ailleurs je vais participer pour avoir une radio des Aurès, ça nous a mis radio pour chaque wilaya avec une très petite partie de chansons chaouis et surtout pas des chanteurs qui demandent, qui affirment, qui revendiquent l'identité. Comme Mihoub, Salabo Maraf, tout ça, on ne les entendrait jamais, comme Matoub d'ailleurs, ou Farhat, vous ne les entendrez jamais sur les télévisions algériennes. Aussi artistes qu'ils sont. Il y a une part politique, il y a une part d'artistes. Et ben, les artistes comme Mihoub, par exemple, et qui, je peux vous faire écouter une autre occasion ces chansons, elles ne sont jamais passées ni à la télévision, ni à la radio algérienne. La télévision régionale de Constantine refuse de passer le chaoui, parce que c'est une télévision et une radio en arabe. La chaîne 3, elle est en français, et la chaîne 2 est absente. On l'écoute dans l'immigration, on ne l'écoute pas dans les Aurès, ou ailleurs que les Aurès. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de vulgarisation, de socialisation de la langue chaoui, à tel point que, sauf récemment, ces dernières années, les chaouis ont tendance à avoir honte. Ils avaient un complexe de parler chaoui, comme un petit peu les gens de Bougie avant 80, avant que ce soit qu'il y ait eu l'électrochoc. Donc, pourquoi le silence des chaouis face à ce qui est arrivé? Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous dire. Je crois qu'à la périphérie, le centre et la périphérie, les gens des Aurès, les gens de Loire-Snis, les gens de Tindouf, les gens de Ensalah, les gens de Tiaret, de Djelfa, de la Rouad, c'est des gens aussi qui vivent dans une misère aussi atroce que celle des Aurès. Mais comme ils sont loin du centre, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas se révolter. Mais ils se révoltent passivement. Actuellement, le taux de participation aux élections à la Rouad est moins que celui de Tizi Ouzou. Et ce n'est pas du boycott, c'est du laisser-aller. Ils sont out. Il y a un mouvement indépendantiste à Ouargla, personne n'en parle. Très dangereux par ailleurs. À cause de la ségrégation concernant les emplois à Hassim Soud. Ces régions, personne n'en parle. Il y a un parti à Ouargla et vous allez voir. Tous les jeunes vous diront, nous avons besoin d'un boulot. Si vous dites que tous les ingénieurs, tous les techniciens supérieurs, tous les cadres sont tous du Nord, parce que pour eux, ils ne font pas la distinction entre Est-Ouest ou Kabyle ou autre, mais est-ce que vous avez besoin d'importer des pousseurs de brouettes pour ne pas recruter des gens de chez nous? Face à la ségrégation des gens à Ouargla. Je ne dis pas que les Aurès sont les seules victimes de cette ségrégation sociale et économique. Je dis simplement pour la part qu'ils ont pris pendant la guerre de libération, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont détenteurs du pouvoir. Il suffit d'y aller pour voir où vivent ces gens-là.
Même si on sait qu'on a beau être ministre et on ne s'occupera jamais de sa région, qu'on soit kabyle ou ailleurs. Enfin, rien. Il n'y a pas de tradition de révolte dans les Aurès. Moi, je rejoins ce qu'a dit, à mon avis personnel, je rejoins ce qu'a dit Jean Morizot. À l'époque, j'étais contre, j'étais ulcéré. Quand je lis l'Aurès ou le mythe de la montagne rebelle, où il démontre que finalement les périodes de rébellion des Aurès étaient très limitées face aux périodes de participation par rapport aux Romains et autres, etc. Mais depuis la chute de la Caïna, l'envahisseur et donc la civilisation venait de l'Est, par la Tunisie. Après, ça venait du Nord. Que ce soit l'Andalousie, que ce soit la France, que ce soit les Turcs, ça venait de la mer. Et les Aurès sont loin de la mer. Donc ils étaient isolés. Même quand il y a eu les Zaouïas, les Rahmaniya, les Qadiriya et tout cela, il n'y a aucune Zaouïa dans les Aurès. Ils appellent celles implantées par des Kabyles un peu volontaires. Ils sont partis un peu partout, y compris à Tombouctou, mais aussi dans les Aurès pour implanter quelques Zaouïas. C'est une région qui est très, très, très... Même les Pères Blancs, les Pères Blancs sont des gens très courageux. Ils se maintiennent, je veux dire, quand ils veulent évangéliser, ils le font. Rappelez-vous les moines de Tibhélin ou d'autres. Ils sont partis dans les Aurès, ils n'ont pas pu supporter l'isolement, ils sont partis, les pauvres. Ou, enfin, c'est leur affaire. C'est quand même une région très, 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 très éloignée. Donc, loin de la périphérie, je crois que c'est l'une des raisons. Il y a aussi la cassure des élites. La cassure des élites. Le coup d'État de Moussa Zaroual, quand il a... L'attentat, ça c'est une haine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand Moussa Zaroual est un ami de mon village, il est ami de mon père s'est fait emprisonner à cause de cette affaire, alors qu'il le dissuadait. Il lui disait, non, c'est pas ça. En parlant de Bokharouba, il a tenté Béchatik. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu? Il a juste... Donc c'était un acte de vengeance personnelle. Il était un petit peu orienté par Ammar Mellah et compagnie qui sont actuellement sénateurs. J'en ai parlé, je leur ai dit, votre copain là, qui s'est fait abattre et qui, dans la famille, vit dans le dénuement, vous êtes des archi-sénateurs, des archi-ceci, par la grâce de Bouteflika. Mais pourquoi vous ne dites pas à Bouteflika, puisqu'il a réhabilité ces gens-là? Mais on peut le remercier, ce monsieur, d'avoir fait ça. Pourquoi ne pas avoir réhabilité cet ancien Moudjahid? Parce que c'est un ancien Moudjahid aussi, qui a fait son acte contre Boumediene. Il n'a pas réussi à le tuer, mais Boumediene a tué beaucoup de gens, par contre. Après ça, il faut vivre là-bas pour savoir. Pas être immigré, je dis bien. Il faut vivre là-bas dans les années 60, 70 et 80 pour voir. 80, ça s'est calmé un petit peu à l'époque du Chadli. Mais dans les années 60, 70, et puis maintenant dans les années 2000, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Discuter avec des militaires qui sont arrivés au grade de commandant à l'âge de 40 ans et qui sont envoyés à la retraite, alors que des gens de Tlemcen, même s'ils ont 70 ans, ils seront maintenus. Tout le monde en parle, je ne suis pas le seul. Mais dans les Aurès, vous avez tous les engagés, les non-engagés, ils partent à 40 ans, 50 ans à la retraite. Plus de militaires chaouis. Comme ça, on n'aura pas l'épisode Zerwal ou d'épisode Zbiri ou quoi que ce soit. Plus d'économie dans les Aurès. Plus de grand temps. Prenez le truc des entrepreneurs en Algérie. Le forum qui négocie, tout ça. Prenez un seul chaoui. Prenez les zones de développement économique. Je ne dis pas que les Aurès, mais même dans les Aurès. On fait une usine de pétrochimie d'hydrocarbures à Tiaret. Y a-t-il du pétrole à Tiaret? On prend de Renault, on le prend de Gigel, on le ramène à Mostat, puis à Oran, chez Raten à Oran, enfin tout ça, vous le savez. Je ne parle pas des années 2000. Ceux qui ne savent pas, l'ethnicisme, et puis nous, on n'a rien contre les gens de Tlemcen, et encore moins contre les gens de l'Oranie, mais la folie de ces 12, 13 personnes qui veulent se donner une identité oranaise ou une identité tlemcenienne, qui craignent peut-être ne pas vraiment l'avoir, en voulant forcer trop sur Tlemcen, nous, on ne veut pas attaquer les Tlemceniens. Et on dit, il y a un excès qui peut être porteur de danger. Qui pourrait maintenant s'opposer à ce que dit Farhat alors qu'on s'est posé à lui quand il faisait ses dérives d'artiste? Et maintenant, on se pose la question, mais qui est le créateur de cette tendance à dire, nous, les Chaouis, on veut aller en Tunisie? C'était là les Félagas, on va rejoindre les Félagas tunisiens de l'Ouest.
Ça n'a rien à voir avec cette Algérie-là. Si cette Algérie nous nie, et l'Algérie, c'est les Aurès. Depuis Massinissa. L'Algérie, c'est les Aurès. On leur laisse l'Algérie. Si en ce moment-là, le cœur pour nous, et peut-être pour l'historien, c'est pas les Aurès qui font partie de l'Algérie. C'est l'Algérie qui fait partie de l'Aurès. Et si l'Aurès part, il n'y aura pas d'Algérie. Ces gens-là sont en train de faire disparaître l'Algérie en faisant une discrimination éhontée, en voulant soi-disant rétablir un équilibre pour le Sud, ou peut-être pour l'Ouest, ou je ne sais pas quoi, sachant que le groupe de Oujda a gouverné avant l'indépendance jusqu'à nos jours, par des Marocains, Ben Bella et Bouteflika, jusqu'à nos jours. Et d'autres, bien sûr, Taïb El Harbi, Abdrani, etc. Voyez les gouvernements le Conseil de la Révolution de Bourkharoba, voyez tous les ministres qui sont originaires de Tlemcen, pour la plupart, depuis l'indépendance, et comparez-les avec le nombre de ministres venant du sud constantinois, eh bien, il n'y en a pas à 1 pour 50. Les statistiques sont sur Internet, je les ai ici, on peut en parler. Les services secrets, mon avis, oui. Quand je vois Reagan gouverner, sortant de son studio de cinéma, faire l'acteur, mais faire de grandes réalisations comme la guerre des étoiles et autres, etc. Je ne pense pas que c'est sorti de son esprit d'artiste, mais c'est l'esprit de militaire et d'establishment militaire. Tout le monde sait que c'est l'establishment militaire américain, français et autres qui pousse la guerre du Mali, le refus par des présidents comme Sarkozy, comme Hollande, comme Chirac avant lui. Les listes sont là. Le refus de reconnaître les crimes en Algérie qui sont notoires sont dus au lobby de 105 généraux et généraux-majors, grands généraux français, de toute armée confondue, y compris des médecins, qui ont fait la guerre d'Algérie, qui ont monté, qui ont dit « Vous ne reconnaîtrez, Monsieur le Président, jamais les crimes, les soi-disant crimes que l'armée française aurait commis en Algérie. » Ça, c'est des ordres qui sont donnés par l'établissement militaire. Je ne crois pas que les militaires, même s'ils sont silencieux, même s'ils sont, comme on dit, la grande muette, c'est pas parce que c'est des grandes muettes. Alors, le problème peut-être des services algériens, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop permanents. Tout faire pendant 20 ans, 30 ans. Donc, Ben Bouzid, donc on commence peut-être à dire qu'ils sont trop. Mais le fait que les services dirigent, gèrent, au moins informent les gouvernants pour donc influencer leurs décisions, pour moi, c'est quelque chose d'établi. Je ne parle pas de Poutine, qui est un ancien du KGB, et passant. La parenté, je ne veux pas parler d'état civil de Bouteflika. Je peux vous dire mon avis à titre, pas en public. Tout simplement, c'est sa vie privée. Tu vas succéder. On sait déjà qu'il est grand-père, Bouteflika. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la conférence. Je ne veux pas. C'est pas que. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Écoute, Tindert, je t'en parlerai après, à tête reposée, parce qu'à Joul, on revient à des histoires de détails. Je t'en parlais puisque je te connais bien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si on n'a pas, c'est moi qui vais te poser les dernières questions. Ouais. Non, c'est-à-dire que, première chose, j'ai un avis sur la question que tu as posée sur les services secrets. Et il est connu que les services secrets sont là pour être au service d'une politique lorsque les conditions démocratiques sont absolument parfaites, ce qui est rarement le cas. Mais en général, ils ont quand même leur mot à dire sous forme de manipulation, etc. Mais la question n'est même pas là. La question, c'est
de savoir quel type d'analyse on fait des sociétés. Est-ce qu'on a une vision militariste et policière des sociétés, ou alors on a une vision démocratique. Et là où on place la place des services, est-ce qu'on le dénonce ou on le regrette ou, je veux dire, c'est plus une question de conception qu'autre chose. Alors, pour revenir au sujet lui-même... Je me permets de répondre juste à cette oui. question rapidement, parce oui. que je n'ai pas envie d'apparaître comme défenseur d'un organisme respectable ou non respectable, pour beaucoup d'actions non respectables d'ailleurs, mais il fait partie d'un pays comme l'Algérie, dont le pouvoir, on sait, tel qu'il a été pris déjà avant l'indépendance, y compris par la participation de Boussouf et du Malg et autres, j'en ai parlé tout à l'heure, et le DRS pourront en parler, mais non, c'était une autre question, il est à l'image aussi du pouvoir politique, à mon avis. Sincèrement, je ne connais pas très bien, le peu que je connais, comme beaucoup d'Algériens, de leur fonctionnement. Je pense qu'il y a un niveau relativement comparable au niveau politique en Algérie, question, comment dirais-je, niveau intellectuel ou de compétences ou autres, etc. On a des ministres incompétents qui ont été nommés avec l'adoubage ou l'adoubement ou l'acceptation des services, des enquêtes de service. Les enquêteurs, apparemment, sont de moindre niveau que ceux qui sont nommés, ministres ou autres. À moins que, comme il est apparent, on veut envahir des potiches, et on a effectivement un pouvoir potiche. Maintenant, dire que c'est... Parce qu'eux-mêmes, ils sont défendus, on dit, apparemment, ceux qu'on a rencontrés ou ceux qu'on peut rencontrer, ils disent nous, ou ceux qui étaient des ex. On leur reproche, on leur dit... je cite Béchine, par exemple, qui à un moment donné, un grand... mais vous étiez là, vous avez tout, pourquoi vous nous avez menés? Ils disent, mais nous, on a fait notre travail, c'est vous, les civils, les politiques, qui valaient rien. Ils se défendent. Ils disent, nous, on fait nos rapports, on l'envoie, on attire l'attention, et, écoutez, je prends un autre exemple, et je ne veux pas apparaître comme un défenseur des services. Je n'ai même pas fait mon service militaire, donc je ne connais pas du tout, je n'ai pas à défendre ni les services, ni les militaires. Vous l'avez fait, moi je ne l'ai pas fait. Oui, ça, c'est l'armée. On le disait de la Prusse de Bismarck. On disait que la Prusse de Bismarck, c'est pas un pays qui a une armée, c'est une armée qui a un pays. Mais l'Algérie, on le disait pour les services, c'est même pas pour l'armée. Hein. C'est pas un pays qui a des services, c'est des services qui ont un pays. Il me semble ça que s'est établi. Quelques membres des services se tirent les cheveux sur la crise libyenne, la crise malienne. Parce qu'ils sont très informés de ce qui se passe en Mali depuis très longtemps, et le cours de la diplomatie algérienne avec Meddelsi, etc., et le président de la République qui se dit « moi je suis le patron de toutes les diplomaties du monde, je suis le plus ancien diplomate du monde », et qui n'arrive pas à s'en sortir avec la crise malienne, alors que l'Algérie est très très présente depuis très longtemps par ses services au Mali. Le cas de la Libye, c'est encore une catastrophe. Alors on se pose la question, c'est vraiment, à la période de Bouteflika, si les services sont toujours ceux qu'ils étaient auparavant. Alors, on ne va pas tarder à finir, Asdine. Non, mais j'ai noté comme ça, pendant tout ton exposé, j'ai essayé de comprendre, moi qui ai vécu à Alger, donc au centre de ceux qui parlaient des BTS, justement. J'ai vécu là-dedans. Et j'ai essayé de comprendre d'où ça pouvait être parti. C'est-à-dire d'où cette idée que les BTS, qu'on appelle les BTS, c'est-à-dire les originaires de Batna, Tbessa, Soukaharas, pouvaient... voilà. Et puis j'ai noté quelques noms comme ça. Tu les as tous refutés, mais n'empêche que dans l'imaginaire populaire, ça s'est incrusté. Boumdien d'abord, hein, qui est de Guelma, mais surtout Msadia, qui est assimilé à tort ou à raison à cette région, mais qui a une telle permanence au pouvoir, enfin un pouvoir factice d'ailleurs, hein, parce qu'il n'avait pas grand-chose comme pouvoir. C'est le FLN étant à l'époque un appareil, une espèce de coquille vide comme ça, qu'on voyait plus souvent au journal télévisé que sur le terrain. Msadia, Draya, Goudjil, Yahyaoui, Brerhi, etc. Donc il y avait comme ça des noms, il y avait une espèce de permanence qui ont une telle permanence. Et c'est des gens comme Msadia, c'est pas uniquement lui, c'est toutes ses clientèles.
C'est-à-dire, c'est toutes ces clientèles au niveau du parti FLN, etc., qui étaient à l'échelle nationale, qui accréditaient cette idée qui n'est pas juste. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ton raisonnement que ce n'est pas juste, que ce n'est pas l'Est qui avait le pouvoir. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Les choses sont bien plus complexes que ça. C'est pas vrai du tout que... mais il y avait des éléments comme ça qui pouvaient faire illusion. Quand on dit BTS, on dit Chaoui. Maintenant, quand on dit BTS tout court, peut-être, mais dans l'imaginaire des Algériens, c'est des Chaoui, le BTS. La question est, c'est que l'Est algérien est une région très peuplée, beaucoup plus peuplée que l'Ouest. L'Est algérien, donc, qui commence à partir de Bougie ou même de Melbou, on ne sait plus exactement d'où ça commence. Une partie de la petite Kabylie fait partie de l'Est algérien. Bougie était le département de Constantine. L'Est algérien est une région très dense et culturellement très forte. C'est-à-dire des villes, contrairement à l'ouest, qui se trouvent totalement dominées par Tlemcen, par la ville de Tlemcen. Oran ne pèse rien face à Tlemcen. Mostaganem ne pèse rien face à Tlemcen. Tiaret ne pèse presque rien. La seule qui résiste un petit peu. Mais alors, les autres régions de l'ouest, Sidi Bel Abbas, Mascara, etc., rien par rapport à l'élite politique, culturelle, etc. On a Tlemcen omniprésente, à juste titre, c'est vrai, c'est une ville de culture, mais ce n'est pas quand même tout l'ouest algérien qui disparaît. Prenez la liste des ministres depuis 1962, ils sont originaires tous de Tlemcen, et quand ils sont de Mascara, ils sont originaires de Tlemcen. Quand c'est le député tout de Mascara, il est parachuté de Tlemcen. C'est une emprise politique très très forte de la ville de Tlemcen depuis déjà très longues années, je veux dire, c'est pas nouveau. Par contre, dans l'est algérien, vous avez Annaba qui est une métropole, tournée vers la mer. Vous avez Djidjil, qui est la capitale des Koutama berbères arabisés et qui ont une forte identité. Vous avez Skikda, qui est un port pétrolier fort. Vous avez Guelma, vous avez Tébessa, Batna, Biskra, Sétif, qui est actuellement peut-être la deuxième grande ville industrielle d'Algérie. C'est des pôles culturels et économiques et sociaux qui sont très importants. Et donc l'Est n'est pas monolithique comme l'Ouest. On peut être de Bel Abbas, on peut être de Bayot, de Harani. Non, on ne peut pas dire Ana Sharqi, ça n'existe pas. Chez nous, on a le nord constantinois. C'est le nord constantinois qui sont, pour une grande partie, les faiseurs de rois, avec Bokharouba, qui était beaucoup plus maternel donc, de son côté. Et les deux autres baies, en l'occurrence, c'est aussi le nord constantinois. Et cela, pendant des années, c'est le nord constantinois qui ont eu la part la plus importante, c'est-à-dire qui sont véritablement originaires de l'Est, et qui ont toujours essayé peut-être de s'accaparer la ville de Sougaras par proximité. Donc, le nord constantinois, donc l'Est algérien, a effectivement participé au pouvoir, mais c'est ce nord constantinois-là qui a participé à l'élimination de tous les gens qu'on a cités, qu'ils soient de la wilaya 3 ou de la wilaya 1, ou même de la wilaya 5. Cette wilaya 2 a participé, M. Harbi ne veut pas en parler, mais c'est les faits, liste des responsables, des ministres originaires de cette région qui a fait la guerre d'Algérie de fort belle manière, mais qui s'est emparé du pouvoir. Pour les gens du centre, c'est les Chaouis, parce qu'ils sont de l'Est. Pour les Chaouis, c'est des Kabyles, parce que les gens du nord constantinois, on les appelle les Kabyles. Et ça a créé pas mal de confusion dans le sens. Voilà, on va s'en tenir là. Merci Asdin et merci à vous. On devait finir cette semaine et cette soirée avec Nadia Tachawith qui malheureusement a eu un empêchement. Mais nous avons quand même Saïd Akhelfi qui va nous faire de la musique Chaoui. Que nous remercions par avance et je vous remercie aussi pour ceux qui ont suivi cette semaine-là dans laquelle nous avons essayé de faire connaître un peu mieux les Chaouis. Merci beaucoup. شاد ناس قبائل يتناصروا mais bon parce que quand on dit c'est la musique Chaoui tout ça
c'est le percussion qui donne le mélodie, qui marque le mélodie de Shawi. Donc là, on va travailler comme ça, sans vender, sans rien. On va essayer de faire un petit peu la musique comme Ali Khenchili, comme un petit peu, bon, on essaie quand même. Shawi tunisien. Shawi tunisien, c'est la mélodie, c'est la différence un peu du tunisien. Le mélodie en Shawi, nous on connaissait quand on tape le bendir, on dit joue, faites un morceau en Shawi. Quand on joue un morceau de Boudak, il y en a qui se croient que la musique Shawi est de Boudak. Ils ont c'est comme les berbères. Il y a une seule mélodie que les Shawi ils n'ont pas, c'est Arwah Toughali Sqbaylit. Donc les Shawi ne jouent pas Arwah Toughali. Autrement, ils ont des mélodies, Zendalé, et tout ça, comme les berbères. Et je vais essayer de faire un morceau à Ali Khenchili qui disent un parole berbère et l'autre en Shawi qui disent الحب الفانتازيا انسى لي ناسيك. Ça, j'ai pas compris.